Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, votre émission consacrée aux livres sur la RTB. Ce soir, nous évoquons un sujet particulier, le récit de vie. Et l'ouvrage que nous vous proposons et que nous propose également Edgar Sankara est un ouvrage pionnier. Il fait l'inventaire des productions sur les récits de vie au Burkina Faso. Cette pratique nouvelle et situe les enjeux historiques et nationaux. Récit de vie au Burkina Faso, enjeux rhétorique et réception, est paru aux éditions L'Harmattan en France en 2016. Edgar Sankara, bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir partager le contenu de votre ouvrage avec nous, mais aussi avec le grand public. Je rappelle que vous êtes enseignant d'université. Vous enseignez les littératures francophones d'Afrique et des Antilles à l'université du Delaware. C'est aux États-Unis. Mais bien avant, vous avez déjà fait l'université de Ouagadougou. C'est tout à fait vrai. Le département lettres modernes. Vous êtes également auteur de nombreux articles sur la littérature francophone et française. Et vous avez publié en 2011 aux presses universitaires de Virginie, post-colonial francophone autobiographie From Africa to the Antilles. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Et récit de vie au Burkina Faso, enjeux rhétorique et réception. Mais c'est un ouvrage pionnier, mais quand on parle de récit de vie, de quoi s'agit-il? Le récit de vie, d'abord moi je l'envisage dans sa forme écrite, il faudrait que je situe ça. C'est tout récit qu'une personne écrit sur sa vie ou sur la vie d'une autre personne. En cours, c'est ça le récit de vie. Et voilà. Aujourd'hui, les Burkinabés, à travers votre ouvrage, découvrent ce sujet, oui. Mais il n'est pas nouveau. Il faut d'abord dire, vous avez raison, il faut d'abord dire qu'il n'est pas nouveau dans la littérature francophone. Et le Burkina Faso est dans une position un peu paradoxale. Parce que selon la critique, l'écriture autobiographique constitue en fait l'enfance de la littérature francophone et des littératures mineures. Mais au Burkina Faso, on a eu on va dire un démarrage tardif de ces récits de vie-là, que je situe au début des années 90. Et la justification est très simple. C'est que pendant longtemps, le Burkina Faso, ou la Haute-Volta à l'époque, avait connu plusieurs régimes militaires qui, en fait, limitaient l'espace de la parole. Donc, il aurait été difficile pour certaines personnes d'étaler leur vie ou dans le haut public. Voilà. Donc, c'est une des raisons qui justifie le démarrage tardif du récit de vie au Burkina Faso. Est-ce que là aussi, ce n'est pas culturel, un peu lié au Burkinabé qui évite souvent de parler de soi-même? Pas tout à fait. Je dirais que c'est vrai qu'il y a des pesanteurs culturelles, mais aussi dans la tradition orale africaine, il y a des griots. Il y a la pratique du récit de vie qui est déléguée à une personne de la tradition. Vous voyez? Et il y a aussi, je crois que dans certaines situations, et dans nos traditions, il y a les noms de guerre qui font partie aussi d'une certaine nomination personnelle. C'est comme si l'on racontait sa vie, que l'on se donnait des titres. Voilà, donc je pense que ce n'était pas forcément lié à nos traditions, c'était plutôt lié à la politique. Oui, voilà. Lié à la politique, et vous essayez de d'abord définir ce que c'est que ce récit de vie, oui. Vous le situez dans le contexte burkinabé, en nous montrant que ce n'est pas très courant d'avoir ça dans la littérature burkinabé, mais somme toute, vous êtes arrivé quand même à nous convaincre de la pertinence de ce sujet. Oui, parce que d'abord, c'est parti d'une interrogation personnelle. Lorsque j'ai commencé les recherches là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand nombre de récits de vie qui émergeaient autour des années 1990. Et lorsque j'ai approfondi le sujet, je me suis rendu compte donc que c'était la démocratie qui avait en fait libéré la parole. Et la plupart des personnes qui écrivaient leurs récits de vie étaient des hommes politiques ou des hommes publics, des administrateurs et des hommes qui avaient joué un rôle majeur en politique ou dans les syndicats, qui voulaient en fait passer leur témoignage à une autre génération. Et j'ai vu ce foisonnement-là autour des années 90. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je lis un peu cela aussi à des considérations historiques, politiques et même nationales. Oui. Voilà. Et pour qu'on se comprenne davantage, quand on parle de récit de vie, est-ce que c'est différent de la biographie ou de l'autobiographie? Voilà, c'est une très bonne question. C'est que moi, la terminologie que j'ai utilisée, le récit de vie, est une terminologie qui existe déjà dans la critique et elle essaie en fait de sortir du cloisonnement que l'on avait
que l'on avait mis dans ce qu'on appelle la tradition autobiographique. L'autobiographie est un genre qui a été en fait conceptualisé par les Occidentaux. Et donc, il envisage dans sa forme écrite, mais il y a eu aussi, dans la définition de l'autobiographie, des contradictions. Parce qu'il y a le genre autobiographie, mais il y a aussi un sous-genre qui s'appelle l'autobiographie. Donc, vous voyez qu'il y a des contradictions à ce niveau. Moi, j'ai essayé d'élargir le paradigme en appelant tout cela des récits de vie, c'est-à-dire en permettant l'étude également d'ouvrages qui incluent des récits de vie en partie. Vous voyez? Et alors que l'autobiographie est totalement centrée sur le récit de vie d'une personne qui l'écrit. Moi, je me dis, quelquefois, il faut aussi permettre à des personnes qui incluent le récit de vie dans leurs ouvrages de considérer cela comme étant une œuvre qui mérite une étude particulière. Et voilà. Vous l'avez dit, dans la littérature burkinabé, nous avons des récits de vie. Oui. Et dans le livre, vous en avez fait une classification. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous parlez de récits de vie autobiographie, oui. De récits de vie biographie, oui. De récits de vie mémoire, oui. Et que sais-je d'autre encore? Absolument. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer en fait d'entrer dans le dialogue, en dialogue plutôt avec la critique qui a défini l'autobiographie. Moi, j'ai élargi le paradigme, mais je reste un peu fidèle à la classification ancienne. Voilà. En dénommant l'autobiographie, en la définissant, en définissant également les mémoires. Les mémoires s'opposent à l'autobiographie à partir de la focalisation externe, sur les événements extérieurs au personnage. Voilà. Et les mémoires me paraissent d'une importance capitale, surtout pour le Burkina Faso, parce que c'est là qu'on voit intervenir beaucoup de faits historiques. Voilà. L'auteur essaie donc de rendre compte de faits historiques qui ont eu lieu autour de lui ou autour d'elle. Et dans le livre, vous parlez de Hampâté Bâ et de Birago Diop, oui. Deux acteurs majeurs, oui. Pour ne pas dire deux témoins majeurs oui. de l'histoire du Burkina qui ont témoigné oui. dans des récits de vie. Absolument. J'ai été d'abord fasciné par ces récits de vie. Et qui sont, comme vous l'avez dit, des récits de vie de personnes étrangères au Burkina Faso. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la plus grande partie de ces récits de vie se passait au Burkina Faso, à l'époque coloniale. Et ce qui m'a encore plus frappé, Hampâté Bâ, par exemple, qui parle de la période avant le démembrement. Oui, mon commandant, oui. qui est le deuxième volume de ses mémoires. Le premier volume étant Amkoulel, l'enfant Peul. Alors, il a écrit Oui, mon commandant, et qui foisonne de beaucoup de références sur la Haute-Volta coloniale. Vous voyez, et cela se passe à une période très très importante parce que Amadou Hampâté Bâ arrive au Burkina Faso en 1921 et il va quitter le Burkina Faso, la Haute-Volta coloniale, en 1933. Donc il arrive juste au moment où la Haute-Volta est en train d'être démembrée et au profit d'autres États. Et voilà. Birago Diop? Birago Diop intervient au moment après le démembrement de la Haute-Volta coloniale jusqu'à la renaissance de la Haute-Volta. Donc ce qui m'a paru très intéressant, c'est le témoignage historique que donnaient ces deux auteurs-là sur le Burkina Faso. Il y a aussi un intérêt d'authenticité parce que ce sont des personnes qui sont étrangères à la Haute-Volta coloniale, mais qui apportent aussi une perspective historique sur la Haute-Volta coloniale qui, de mon avis, est dénuée de tout parti pris. Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas des nationaux du Burkina Faso et qui parlent en toute objectivité. Voilà. Et quand vous faites l'inventaire, vous nous rappelez que dans la littérature burkinabé, oui. Voltaïque d'avant, on a un foisonnement de récits de vie. Vous parlez par exemple de Nazi Boni avec Crépuscule des temps anciens, oui. La chronique du Boamou. Absolument. J'ai commencé par Nazi Boni parce que c'est le premier écrivain littéraire du Burkina Faso. Et cela, la critique au Burkina Faso est unanime là-dessus. Mais en même temps, je soulignais la contradiction. Puisque de 1962, l'année où paraît Crépuscule des temps anciens, il faut attendre jusqu'à aux années 1990 pour voir l'émergence de récits de vie ou de production de récits de vie qui vont venir enrichir la littérature du Burkina Faso. Alors, donc, je me dis qu'il y a eu un retard, d'ailleurs, même dans la littérature burkinabé. On n'a pas eu beaucoup de production littéraire. Et certains critiques, je pense au professeur Salaka dans son livre, impute cela à la politique coloniale qui n'avait pas privilégié la Haute-Volta coloniale. Voilà, qui avait beaucoup mis l'accent sur des pays économiquement solvables tels que la Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour vous, en quoi Crépuscule des temps anciens ressort avec
beaucoup de poésie et même beaucoup de magnificence, ces récits de vie. Bon, quels sont ces récits de vie? il faut dire que dans Crépuscule des temps anciens, certains auteurs l'ont montré, il essaie de faire revivre l'époque ancienne, les temps anciens comme il le dit. Il y a beaucoup de récits de vie. Il remonte à la fondation du Boimou, voilà, le pays, il fait revivre la vie culturelle telle qu'elle existait avant la période coloniale et même au début de la période coloniale. Mais il y a aussi ce que la critique n'a pas encore dit, c'est qu'il y a une part autobiographique dans le Crépuscule des temps anciens. Il y a une partie qui est anodine, mais qui est référencée, et dans laquelle il parle par exemple de son ancêtre Boni. Il parle d'une légende à travers laquelle son ancêtre il faut même dire découvert, que le Boimou est fondé sur ces mythologies. Oui, bien sûr, il a les mythologies, mais de façon personnelle. Par rapport au nom de Nazi Boni. Boni, il y a une légende qu'il établit, une légende étiologique qui explique le mythe fondateur de son nom. C'est que son ancêtre fondateur aurait découvert le village grâce à un insecte ailé. Et donc cet insecte ailé s'appelait en Boimou Boni. Donc le nom de famille de Nazi Boni viendrait donc de cette légende-là. Oui. Et il y a d'autres récits de vie également que vous relevez, notamment avec Adama Dramé, le griot, mais aussi avec on peut dire, une professionnelle du sexe. Bien sûr, oui. Je vois votre hésitation et c'est d'ailleurs très... Awa, qui est donc la protagoniste d'un récit de vie, ou de deux récits de vie, on va dire, de 2 volumes, qui ont été, on va dire, rendus publics par un chercheur américain qui s'appelle John Miller Chernoff. Voilà. Le premier s'appelle Hustling is not stealing. Le deuxième s'appelle Exchange is not robbery. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est même très controversé, c'est le parcours, du moins le projet d'écriture autour du récit de vie de Awa et celui de Adama Dramé. Ce que j'ai fait dans ce chapitre, c'était de montrer la bonne manière de collaborer sur les récits de vie. Ce qu'on appelait le récit de vie en collaboration, où des Occidentaux viennent interviewer des personnes indigènes ou africaines qui n'ont pas forcément le contrôle de l'écriture et qui vont plus tard aller en faire une publication. Mais quelquefois, cela est préjudiciable à la personne qui a été la matière du récit de vie. Dans le cas de Hawa, qui fait profession de prostituée, elle n'apparaît pas sur le titre de l'ouvrage, sur la couverture. Son nom n'apparaît pas, donc elle ne bénéficie pas de droits d'auteur, alors qu'elle a été la matière de ce livre-là. Donc c'est ce que j'essaie de démontrer en disant qu'il y a des pratiques de recherche qui peuvent être préjudiciables à la personne. Et vous le démontrez également dans l'ouvrage, il y a plein de ces projets qui se passent sur des Africains, sur des Burkinabés, et dont parfois nous n'en sommes pas conscients, mais qui rapportent ailleurs. Absolument, tout à fait. Et donc cela fait partie aussi, c'est une mise en garde en fait, à la fois à la communauté scientifique des chercheurs et aussi aux personnes qui sont la matière, qui sont les sujets de documentation de la part de ces chercheurs occidentaux. Voilà. Et j'ai dit que c'était en fait, il y avait comme un effet de miroir entre le projet d'écriture de Awa et le projet d'écriture de Adama Dramé et de la juriste suisse Arlette Sen-Borlos. Dans le cas de Adama Dramé, il y a un accompagnement de son récit de vie par la juriste suisse qui s'est intéressée à lui, à son récit de vie, et elle a voulu lui donner la parole pour qu'il parle de sa condition de griot. Vous voyez, donc c'est une parole accompagnée qui respecte en fait les droits d'auteur de Adama Dramé, qui lui, dont le nom apparaît en fait sur la page de couverture. Donc il bénéficie des mêmes droits d'auteur que la personne qu'il a interviewée, et il a également eu un contrôle sur le produit fini. Voilà. Et vous terminez avec ce récit de vie de Malidona Somé. Oui. Et il y avait beaucoup d'anglais dans cette partie, mais n'empêche qu'on aura appris beaucoup sur Somé. Absolument. Il y a beaucoup d'anglais d'abord parce que l'ouvrage a été publié entièrement en anglais. Donc c'est un projet d'écriture, et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi mon ouvrage porte aussi en sous-titre « Rhétorique et réception ». C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui est écrit pour une communauté non francophone, c'est pour une communauté anglophone, et en l'occurrence une communauté américaine.
Donc, ce que j'ai voulu montrer dans l'autobiographie de Mali Doma Somé, c'est le positionnement rhétorique d'un sujet postcolonial francophone, africain, dans un pays dont il ne partage pas la langue à l'origine, sur le plan historique. Il n'a pas été colonisé par les États-Unis, il se positionne comme migrant dans cette société et il arrive à travers le récit de sa vie, en exploitant la tradition africaine de l'initiation, qu'il propose aux Américains comme étant un remède aux maux de la société américaine. Il arrive donc à susciter un intérêt autour de lui. Et donc j'ai essayé de montrer qu'il y avait ce positionnement rhétorique-là, où Mali Doma Somé se projette comme un sujet qui a été victime à la fois de la colonisation et de l'éducation formelle européenne, mais grâce à l'initiation, il est arrivé, selon lui, et à travers son ouvrage, c'est ce qu'il montre, il est arrivé à dominer et à surpasser la culture occidentale. Vous voyez, et il propose en retour cela comme étant un remède pour cette société américaine. Edgar Sankara, ce qui est intéressant également dans votre livre, vous dites que écrire sa vie est une pratique discursive. Oui. Mais en réalité, les enjeux que vous démontrez dans votre étude, c'est qu'il y a la rhétorique, oui, mais il y a aussi des enjeux ethnographiques. Bien sûr. Ou de promotion personnelle. Absolument. Et je viens d'en parler, pour Mali Doma Somé, il s'agit bien sûr d'une promotion personnelle. Il a voulu se faire accepter dans une communauté qui n'était pas la sienne, dont il ne parlait pas forcément la langue au départ. Mais il est arrivé à le faire en utilisant cette rhétorique-là. Donc c'est pourquoi je parlais de pratique discursive. Il arrive à se positionner dans le champ littéraire américain comme étranger et il va utiliser ces attributs exotiques, ce que le critique Graham Hagen a appelé de postcolonial exotic, en essayant donc de faire valoir ce côté exotique, ce côté qui le rend différent aux yeux des Américains et de susciter un intérêt autour de sa personne et de son œuvre de guérison, de son œuvre donc de, on va dire, de thérapie pour les Américains. Oui, voilà. Et le livre, on va aborder la deuxième partie de cette émission. Oui. Le livre, tout en nous définissant ce que c'est que le récit de vie, tout en nous faisant l'inventaire et les classifications de récits de vie, vous insistez sur les enjeux historiques, oui, de ces récits de vie pour le Burkina Faso. Absolument, pourquoi? Parce que c'est une très bonne question. Dans ma recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait un déficit des archives au Burkina Faso. Et j'ai vu, à travers ma recherche, j'ai lu des ouvrages où la plupart des universitaires se sont appesantis sur l'accès difficile aux archives du Burkina Faso. Et cela est dû en partie à une situation historique. Comme je l'ai dit, le Burkina Faso avait d'abord été constitué en 1919 à partir de la colonie du Haut-Sénégal-Niger. Donc c'est seulement en 1919 qu'on a la Haute-Volta. Et en 1932, on a le démembrement de la Haute-Volta au profit d'autres régions. Oui. Donc une partie de l'histoire du Burkina Faso se trouve répartie dans plusieurs pays comme le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Mali et même la France. Alors, il est difficile pour les chercheurs burkinabés d'avoir accès à ces sources, ces archives-là. Alors, pour moi, je trouve qu'il est très, très important que ces récits de vie-là apportent de la matière aux historiens burkinabés qui voudraient travailler sur des pans de l'histoire du Burkina Faso. Parce qu'il y a par exemple le cas des mémoires qui font ressortir des périodes historiques, qui les font revivre. Et donc les historiens burkinabés, c'est un appel que je lance d'ailleurs aux historiens burkinabés, pour qu'ils se penchent beaucoup plus sur ces récits de vie et en particulier les mémoires. Il y a un enjeu national parce que tout État qui se respecte, toute nation qui se construit, doit se constituer une mémoire nationale, une histoire nationale. Et c'est très important donc que l'on se penche sur et donc pour vous, ces récits de vie ont un enjeu historique, oui, et bien plus que cet enjeu historique, ces récits de vie participent du vivre ensemble au Burkina. Oui, oui. Quand on parle d'une nation, on parle de la constitution de plusieurs, on va dire, ethnies autour de l'identité, d'une certaine identité commune. Et en l'espèce, il y a eu un enjeu qui avait suscité beaucoup d'intérêt durant la période coloniale. C'était la reconstitution de la Haute-Volta.
Et c'est là qu'on a eu le Moro Naba, voilà, Saga, qui a été l'un des plus grands chantres de cette renaissance de la Haute-Volta. Ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est avec la bénédiction d'autres chefs coutumiers qui ne sont pas de l'espace Mouaga. C'est vrai, absolument, c'est vrai. Et il y a eu aussi des oppositions à cette reconstitution-là. Et en l'occurrence, il faut dire qu'il faut saluer aussi l'œuvre de Philippe Zenda Kaboré, parce qu'il y a eu une polémique autour de lui. Philippe Zenda Kaboré était le plus jeune député de la Haute-Volta coloniale. Et d'ailleurs, dans le livre, vous évoquez un ouvrage écrit par sa fille, Alice Tiendrebego Kaboré. Absolument. Qui parle de lui, qui essaie donc de défendre l'héritage. Et c'est très important parce que, comme je l'ai dit, cela a créé de la polémique puisqu'il était l'un des députés de la Haute-Volta coloniale auprès du Parlement français, le plus jeune d'ailleurs. Le palais Bourbon. Alors, absolument. Et la question était de savoir, est-ce qu'il militait en faveur de cette reconstitution ou non? Et dans le livre de Joseph Issoufou Konombo, acteur de mon temps, Joseph Issoufou Konombo essaie de révéler ou du moins de démontrer que Philippe Zenda Kaboré s'était opposé à la reconstitution de la Haute-Volta coloniale. Mais d'autres sources viennent contredire cela. Il y a les lettres de Dominique Kaboré, qui était un ami intime de Philippe Zenda Kaboré, qui font ressortir qu'en réalité, Philippe Zenda Kaboré usait d'une autre stratégie pour permettre la reconstitution de la Haute-Volta. Et d'ailleurs, il faut le dire, quelques mois après son décès, la Haute-Volta a été reconstituée. Tout à fait. Oui. La pertinence des récits de vie doivent avoir pour but la recherche d'une certaine vérité historique. Oui, d'une certaine vérité historique. Et là, je ne l'impose pas. C'est aux historiens burkinabés de chercher cette vérité historique-là. Parce qu'il y a un paradoxe. La plupart des historiens vont écrire l'histoire du Burkina Faso à partir de sources françaises, qui ont été en fait nos colonisateurs. Mais on omet d'utiliser les sources qui existent, c'est-à-dire la parole des colonisés, ceux-là même qui ont subi le joug colonial. Et c'est ce pourquoi je milite en fait. Je demande donc qu'on change de regard et qu'on s'attache à ces archives-là, qui ne sont pas géographiquement éloignées de nous, qui sont là, qui sont disponibles et qu'on pourrait consulter pour l'écriture d'une histoire du Burkina Faso. Je veux citer, si vous me permettez, un grand acteur de l'histoire mondiale et aussi un grand lecteur de l'histoire, Napoléon Ier, qui donnait une définition de l'histoire qui me paraît très très intéressante. Il dit l'histoire, c'est une fable convenue. C'est-à-dire qu'on s'entend sur une version de l'histoire à montrer à nos enfants, à montrer à notre pays. Donc c'est aux historiens burkinabés de faire ce geste-là, cet effort plutôt, de reconstituer une histoire qui soit endogène, voilà, qui soit interne. Et lorsque vous parlez de Thomas Sankara et de tout ce qui peut concerner le récit de vie de ce personnage, pour ne pas dire de cette personnalité, vous déplorez aujourd'hui l'absence d'une certaine documentation assez étayée sur ce personnage charismatique de l'histoire du Burkina. Tout à fait. Et si je déplore cela, c'est au niveau de la documentation audiovisuelle, mais au niveau des sources écrites, il existe beaucoup de biographies sur Thomas Sankara. Et ça, c'est déjà rassurant. Mais au niveau documentaire, c'est quelqu'un qui était d'abord très charismatique. Mais il y a eu, certaines sources me l'ont révélé, il y a eu un effort, après sa mort, il y a eu un effort de la part du régime qui l'a suivi d'occulter ou même d'effacer complètement sa mémoire. Une sorte de révisionnisme de l'histoire. Une sorte de révisionnisme, mais une sorte même d'élimination de l'imagerie de cette personne-là. Vous voyez? Donc je pense que ça a été un grand, on va dire, une grande perte pour nous. Pour les générations qui viennent. Effectivement, de connaître il fut un moment où pour avoir des archives sur Thomas Sankara, on s'adressait à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France. Absolument, et je pense qu'on s'adresse encore à cela parce que la plupart des documentaires qui ont été faits sur Thomas Sankara l'ont été par des Occidentaux et qui ont utilisé comme source d'archives les documents de l'INA et les documents de la télévision suisse romande. Voyez. Donc je pense qu'il déplore le fait qu'au Burkina Faso même, on ait fait un effort conscient d'éliminer la mémoire de ce personnage qui a été très important pour ce pays-là. Oui. Edgar Sankara,
c'est intéressant de discuter des récits de vie. On le voit, l'ouvrage, il est d'abord littéraire, mais il peut servir à d'autres arts, comme par exemple le cinéma. Ben, j'abonderai dans votre sens. Je crois d'ailleurs que j'ai touché un peu à ce sujet lorsque dans la réception, la partie réception du livre de Malidoma Somé, et j'ai montré, d'ailleurs c'est très important, la fascination qu'a eu l'un des acteurs de la série américaine Roots, LeVar Burton, qui a eu comme projet de mettre en film, de faire un film à partir de la vie de Malidoma Somé, basé sur son initiation. Jusqu'à présent, plus de 21 ans après la germination de cette idée, on n'a pas encore eu de film. Et donc je me dis que pour nous autres Burkinabés, ce serait aussi intéressant d'essayer de réveiller dans la conscience historique contemporaine un engouement pour ces personnages-là, qu'ont été Nazi Boni, qu'ont été par exemple Ouezin Koulibaly, Thomas Sankara et bien d'autres. Oui. Voilà. On va s'arrêter là pour cet écrit d'aujourd'hui. Merci d'être venu partager le contenu de votre ouvrage avec nous, Récit de vie au Burkina Faso, enjeu rhétorique, réception. Où on peut trouver le livre à Ouaga? D'abord, merci d'abord de m'avoir invité sur votre plateau pour pouvoir partager mon livre avec le public téléspectateur. Le livre est disponible à 4 librairies, la librairie Diakfa, la librairie Jeunesse d'Afrique, la librairie Mercury et également la librairie de l'université professeur Joseph Kizerbo. Oui, et Edgar Sankara, revenez nous voir à chaque moment que vous le voulez. Je vous remercie. C'est avec plaisir qu'on vous recevra pour partager votre connaissance de la littérature francophone et française, mais surtout votre connaissance de la littérature au Burkina et de vos efforts de pouvoir promouvoir cette littérature au-delà des frontières africaines et au-delà des frontières dans le monde entier, je veux le dire. Merci, M. Kindo. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.